Salut à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Procréativité. Aujourd'hui j'accueille Olivier Schmitt, un vidéaste et photographe alsacien qui, à l'instar de J.C. Pierry, fait partie de mes inspirations dans mon métier de vidéaste, donc c'est un immense honneur pour moi. Olivier est très actif ces dernières années sur internet avec notamment sa chaîne YouTube sur laquelle il partage ses meilleurs conseils en photo et vidéo. Il a également créé un groupe Facebook, l'Atelier des créateurs, pour permettre à toute personne amateur ou professionnelle dans l'audiovisuel d'échanger avec d'autres passionnés. Fin 2018, il a mis en ligne le site internet guidephotovideo.fr pour vous aider dans votre décision si vous cherchez du matériel photo ou vidéo. Bref, impossible de lister ici tout ce qu'Olivier a fait. Si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, le 4 avril, pensez à souhaiter un joyeux anniversaire à Olivier. On est né le même jour et c'était l'occasion parfaite pour sortir ce podcast. Vous pouvez également le féliciter pour ses 100 000 abonnés YouTube qu'il a atteint juste hier. Je vous laisse avec notre discussion. Bonne écoute. Je n'ai rien préparé. Ouais, non mais c'est exactement ce qu'il fallait faire, fallait pas du tout préparer. J'ai juste noté quelques points qu'on allait aborder, mais même moi je sais pas de quoi on va parler. Ça sera pas genre question 1, réponse 1, question 2, ouais, bien sûr, réponse c'est 2. une discussion quoi. Ça sera plus, bien sûr, ouais. une sorte de discussion autour de... C'est ce qui est plus intéressant. Ouais, voilà, exactement. Je vais juste essayer d'orienter le truc. Après, s'il y a un moment, t'as envie de partir sur un truc et d'en discuter pendant 20 minutes, il n'y a pas de souci. Corriger les infos que tu as trouvées sur moi. Ouais. Ça va je sais pas, je pense que je suis assez bien documenté. Tu me diras si je dis des bêtises. Ouais. Tu veux que je le rapproche plus ou ça va comme ça, c'est bon, le micro? Non, là c'est parfait. Ouais, le retour est top. Top, nous sommes calés. Voilà, au top. Écoute, on a commencé, ça fera l'intro du podcast. Voilà. Donc salut Olivier Schmitt. Salut Adrien. Bienvenue sur du coup le 4e épisode de Procréativité. Ouais, merci de m'accueillir. Ouais, c'est un grand plaisir pour moi parce que je te suis depuis... ça doit faire à peu près 2 ans, donc... écoute, ça fait 2 ans que j'ai ouvert la chaîne, donc ça peut pas faire plus longtemps. Donc ça va être ça. Voilà, c'est ça. T'as ouvert en janvier 2017. Ouais, fin janvier. Disons que j'ai vraiment lancé la chaîne fin janvier 2017. Elle était déjà... le compte YouTube existait déjà depuis quelques années, mais j'avais jamais vraiment rien fait de sérieux dessus, quoi. J'ai vu que t'avais déjà commencé à faire... t'avais fait notamment un petit tutoriel sur une retouche de photo de surf. Ouais, et avant, vraiment la première, c'était un tuto pour fabriquer un prompteur en DIY. Ouais, j'ai vu ça. Ça, c'était la première que j'avais fait. J'étais en Australie à l'époque et je m'étais dit, tiens, je vais lancer une chaîne YouTube et tout, je vais faire des tutoriels. Et puis, du coup, j'avais commencé par ça et ça marche toujours assez bien. Enfin, cette vidéo, j'ai vu d'ailleurs cette vidéo, est-ce qu'elle marche j'ai vu qu'elle avait pas mal de vues. Est-ce qu'elle a marché a posteriori une fois que tu avais développé ta chaîne ou dès le début elle avait commencé à faire? C'est une bonne question, j'ai jamais vraiment regardé les statistiques en détail, mais en fait c'est un tuto qui dure dans le temps. Tu vois, c'est pas comme un test produit qui va être vraiment qui va être axé sur une actualité de sortie de produit. Là c'est quelque chose qui est intemporel, de fabriquer un prompteur soi-même pour, je crois que c'est 5 €. Enfin, toi vraiment le titre aguicheur quoi. C'est un peu intemporel et je sais que les gens, j'ai des commentaires sur cette vidéo occasionnellement. Après je suis pas exactement de près les stats, mais je pense que c'est une vidéo qui marchera tout le temps un petit peu quoi. Ouais. Et du coup, donc tu as commencé sérieusement en janvier 2017 et moi je te suis depuis, je pense peut-être mars, parce que à l'époque j'avais acheté un Mavic Pro. Je pense que beaucoup de personnes ça a commencé comme ça en fait, si tu veux, c'est ce qui a propulsé ma chaîne et je m'y attendais pas forcément en fait. C'est juste que j'ai eu ce Mavic Pro 1 et Mavic 1 Pro je crois qu'il faut dire, et du coup je me suis dit tiens, on va essayer de partager mon expérience sur ce drone. Je faisais déjà du drone avant avec un Phantom, pour la petite histoire j'en ai crashé un dans l'Atlantique en Californie l'année d'avant. Ils étaient pas encore au point, tu vois, ils voulaient pas revenir, ils voulaient plus tourner à droite à gauche. Tout ce que je pouvais faire, c'était le faire plonger dans l'eau et courir au plus vite pour le repêcher, ce que j'ai fait, et j'ai failli perdre mon iPhone dans la foulée. Mais du coup, est-ce que tu aurais acheté un Mavic 1 Pro si tu l'avais pas crashé? Non, je sais pas, mais si tu veux en fait, oui, alors je vois ce que tu veux dire, mais en fait, si tu veux, après avoir crashé celui-là, le Mavic 1 n'existait pas, donc en fait, si tu veux, j'avais le Phantom 1 ou 2 à l'époque, donc t'attachais une GoPro en dessous, tu sais, t'avais même pas le stabilisateur, t'avais rien, t'avais juste les petits coussinets pour éviter que ça tremble de trop, pour le jello effect, et je l'ai crashé, j'étais tellement deg, il était mort, la GoPro était morte parce qu'elle était pas dans sa cage de protection. J'ai tout racheté, j'étais en Californie, je voulais finir mon voyage en beauté, j'ai tout racheté sur place, je me suis fait relivrer un Phantom, relivrer une GoPro, bref, ça m'a
m'a coûté un bras, mais j'ai pu continuer mon voyage, quoi. Une petite expérience. Et au final, tout ça pour faire des vidéos pas terribles, parce que aujourd'hui, ça paraît ridicule, mettre une GoPro comme ça, pas stabilisée sous un drone, t'en fais quoi ? Surtout les plans de drone ces dernières années, ça a tellement explosé, il y a tellement eu une évolution de qualité dingue. Les seuls qui font ça encore, c'est ceux qui font du FPV, du drone de course. Mais par contre, là, ils mettent une GoPro pas stabilisée, mais ils font des plans de malade. Quand tu vois un petit peu ce qui sort aujourd'hui. Mais même, moi, je trouve que. Alors après, je sais pas si c'est le fait de faire du FPV. Donc le FPV, pour ceux qui écoutent, qui ne connaissent absolument rien, c'est des petits drones. Parce que d'ailleurs, j'ai pas précisé, c'est un podcast qui est basé sur la créativité, mais pas uniquement dédié aux personnes qui sont intéressées à la photo, à la vidéo. Donc on va essayer de refaire l'intro. Non, pas de compléter l'introduction de ce podcast. On va tout recommencer depuis le début. Non, on va essayer juste de définir un peu les termes qu'on utilise, par exemple si on parle de choses, par exemple là, un drone FPV, je pense qu'une personne FPV, qui est c'est-à-dire first person view, en gros ça représente aussi dans le jeu vidéo une vue en fait comme si on y était en fait, une vue première personne, comme si on voyait depuis nos yeux, et la différence de ces drones là par rapport aux drones de série, c'est que en général c'est des drones racer, donc des drones qui sont assez rapides, très dynamiques, très rapides, qui permettent de faire des acrobaties, très dur à piloter aussi, c'est-à-dire que c'est un drone qui va pas se stabiliser automatiquement quand on lâche les manettes. C'est un drone, il faut tout le temps avoir les mains sur les joysticks pour pouvoir le manipuler, même si on veut faire des choses très simples, quoi. Et il n'y a pas d'automatisme sur ce drone là, tout est manuel, tout est très dynamique, tout est si tu veux un petit scoop, il y a une vidéo qui n'est jamais sortie sur ma chaîne, qui aurait dû sortir il y a 1 an. C'est vrai. Et c'est malheureusement un projet qui n'est jamais sorti, pourtant qui a engagé énormément de travail. J'avais réussi à organiser une course de drone dans un magasin, Centracor. Je ne sais pas si on peut nommer des marques, mais en gros Centracor. Parce que j'ai un ami ici en Alsace qui est directeur des magasins Centracor d'Alsace. Et en fait, il m'avait ouvert un magasin qui flambe en neuf un dimanche. On l'avait rien que pour nous. J'avais fait venir des pilotes de drones de course de Genève et on a fait des courses de drones dans ce magasin Centracor. C'était un projet de malade, mais j'étais seul à gérer les caméras. Je crois qu'il y avait 6-7 caméras au sol, plus toutes les caméras dans les drones. Je me suis trouvé avec 15 caméras à dérocher. Il manquait des plans sur des trucs, des synchros qui allaient pas. Bref, ça donnait rien visuellement. Et comme souvent en fait, sur ma chaîne, j'ai jamais sorti la vidéo parce que j'étais pas satisfait du résultat et malgré tout le travail engagé, quoi. Donc, tu dis comme souvent parce qu'il y a beaucoup de projets que tu... je sais pas du tout, on va dire mes collègues youtubeurs c'est pareil pour eux, mais si tu veux je suis très perfectionniste, assez exigeant envers moi-même. Le mal de tout créateur. Ça doit être ça, mais et du coup il y a pas mal de projets comme ça qui sont jamais sortis. J'ai fait un comparatif A7R2 A7R3 en partenariat avec SOS Ciné, avec Albert. Pas mal de travail engagé aussi. Il y avait 2 danseuses qui ont bossé là-dessus, il y avait des assistants, ils sont venus en Alsace, on est monté dans les Vosges faire des plans dans la neige, etc. Et c'est une vidéo qui n'est jamais sortie. Et c'est une vidéo qui était finalement qui demandait un temps de malade à monter. Et qui finalement, plus le temps passait, moins cette vidéo était pertinente, étant donné que la A7R2 A7R3, un comparatif finalement, si tu le fais pas directement à la sortie de la A7R3, tu sais très bien que tu vas pas faire de vues, et même si tu fais pas ton contenu pour faire des vues, quand tu engages autant de travail, tu as envie d'avoir cette satisfaction que la vidéo soit un minimum regardée, un minimum commentée, et qu'elle soit pertinente pour ta communauté. Et là malheureusement je sentais que la vidéo n'allait pas forcément intéresser beaucoup de monde, et que finalement, mais tu vois, toutes ces vidéos qui ne sont jamais sorties, j'en ai une petite liste sur mon disque dur de projets qui ont jamais été terminés. Je vois jamais ça comme un échec, mais plutôt comme tu vois, dans la démarche de l'apprentissage, on a à tous les niveaux en fait, et je le vois un peu comme ça, à tous les niveaux on a des échecs, à tous les niveaux il y a des choses qu'on n'arrive pas à finir ou pas à faire à la façon dont on voulait, et finalement faut pas le voir comme un échec, faut juste rebondir, partir sur un autre projet, le finir. C'est important de finir des projets, ça c'est vraiment très important. Sinon tu fais pas grand chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Je me suis dit done is better than perfect, comme on dit souvent, et c'est exactement ça. Vaut mieux finir un projet qui est pas 100% parfait, même si je viens de te dire que je suis perfectionniste, mais quand tu es perfectionniste, tu sais très bien que rien ne sera jamais suffisamment abouti. Vaut mieux finir, uploader, produire, publier quelque chose, et plutôt que toujours chercher la perfection. Donc savoir rebondir une fois que tu as eu un échec et réussir à finir un autre projet peut-être un peu moins ambitieux, plus adapté, c'est vachement essentiel, je pense, dans le processus d'évolution et d'apprentissage, quoi. Et puis c'est sûr que c'est quelque chose dont on avait discuté avec JC Pierry, il me semble. C'est sûr que quand tu as un projet à faire, si
si tu te dis bon bah c'est pas parfait, je vais pas le sortir, ou alors je vais passer plusieurs mois à essayer de rattraper le truc, à le perfectionner. C'est d'ailleurs aussi quelque chose, donc avec Eric Flegg, la dernière personne que j'ai interviewée, il me disait que sa première vidéo YouTube, il l'a commencé et après il a mis 2 mois à essayer de rattraper les erreurs qu'il avait fait dans sa vidéo au montage, donc à essayer de bidouiller des trucs, je sais pas, essayer de dynamiser la chose derrière sur le montage, et au final pendant 2 mois il a rien fait, et puis il a tout recommencé du début et il a repris, et ça c'est finalement il l'a publié quand même. Il a publié au final, il est allé jusqu'au bout de la démarche, et je pense que c'est un problème qu'on a un peu tous, d'essayer de se dire il faut que celle-là, il faut que ça soit la vidéo de l'année, il faut vraiment qu'elle soit... Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées par là, si on parle maintenant de YouTube, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées par la première publication. On se dit, la première, ça doit envoyer du lourd, ça doit être vraiment représentatif de ce que j'ai envie de montrer, de la qualité de travail que j'ai envie de partager. Il faut qu'elle envoie du lourd, la première vidéo. Et en fait, en se mettant un objectif aussi haut, souvent ça engendre le fait qu'on ne la publie jamais, cette première vidéo. Donc moi, quand je regarde mes premières vidéos, j'assume pas tout, tu vois. Enfin, c'est pas que j'assume pas, c'est pas le bon terme, mais si tu veux, je suis pas... tu regardes tes premières vidéos, tu te dis, bon, le gars il a pas l'air à l'aise, il a l'air vachement sérieux, un peu coincé, et puis il essaie de faire des blagounettes qui marchent pas, enfin tu vois, on est tous comme ça au début, et puis petit à petit tu trouves ton style, ou du moins tu crois le trouver, et puis au final il évolue, et c'est pas grave en fait si t'as pas le bon setup au début, avec la bonne lumière, c'est important d'avoir du bon son, de la bonne lumière et tout, on le dit, on le répète, mais tu vois, si tout n'est pas parfait comme tu l'as dans ta tête dès le début, c'est pas non plus dramatique. Le principal c'est de produire et de publier, quoi. Le principal c'est qu'elle soit là, quoi. C'est qu'elle soit là, c'est qu'elle existe. Et puis en fait, ce que je dis souvent et ce que j'essaie maintenant de me dire pour arrêter d'avoir cet aspect trop perfectionniste, c'est de se dire tout ce que t'as pas pu mettre dans ta vidéo, que les plans que t'as pas mis parce qu'ils étaient pas parfaits, ou les choses que t'as oublié de dire que les gens ne sauront jamais, ils sauront jamais qu'ils le sauront jamais. Enfin, toi, ce que je veux dire, c'est parce que toi, tu sais ce que tu as sur ton disque dur, mais eux ne le savent pas. Donc, ce que tu as partagé, c'est un produit fini. Eux, ils vont s'en satisfaire. Ils sont contents de te retrouver sur une nouvelle vidéo. Ils sont contents d'apprendre de nouvelles choses. Et s'il n'y a pas 100% de ce que tu voulais montrer, eux ne le sauront jamais. Donc, c'est pas si grave. Et puis, finalement, rien ne t'empêche 6 mois après de compléter ce que tu as fait. Et puis aussi, l'avantage de peut-être franchir le pas de publier les choses quand elles sont pas la perfection comme on voudrait l'entendre, ça peut être, plutôt que de commencer ta vidéo, passer 2 mois à la peaufiner, la poster et puis te dire mince, ça marche pas, faut que j'arrête, c'est pas fait pour moi. Peut-être poster la première vidéo, même si sans que ça soit un truc totalement bâclé, mais même s'il y a des petites imperfections, et après prendre les 2 mois que tu aurais passé à rattraper la première, à créer d'autres choses, et à finalement c'est comme ça qu'après tu vas réussir à avoir les retours de ta communauté, et réussir à t'améliorer comme ça, alors que si tu commences à envoyer ta première vidéo dès le début, t'as peut-être aucune idée de l'attente des personnes en face, et peut-être que la chose sur laquelle tu vas vraiment bloquer et tu vas être vraiment perfectionniste. Après, je rebondis sur ce que tu dis, l'attente des autres, effectivement, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus présent plus ta chaîne grossit, ou ton média. Dans mon cas, par exemple, j'approche les 100 000 abonnés, là, ça devient une pression indirecte. 000, quasiment 98 000. Là. C'est ça, mais il ne faut jamais oublier que tu produis d'abord pour toi, pour ta satisfaction personnelle, pour ton plaisir. Et si tu laisses ta communauté trop diriger ce que tu dois publier, tu te retrouves à produire du contenu qui ne va plus forcément te plaire. En tout cas, c'est pas qu'il va plus te plaire, mais qui va moins te correspondre peut-être, et qui va être... où tu vas prendre moins de plaisir, parce qu'à la base, on lance une chaîne YouTube ou un compte Instagram pour partager son contenu et sa créativité, ses envies, ses expériences, des choses comme ça. Et le problème, c'est que plus ça va grossir en termes d'abonnés et d'interactivité, plus tu vas te sentir redevable envers les gens qui s'abonnent. Et ça peut être un gros frein au final de la publication. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé l'année dernière. J'ai moins publié parce que j'avais peur de décevoir peut-être sur certains contenus, ou peur que ça plaise. Et en oubliant qu'à la base, la chaîne YouTube, j'ai envie d'y partager ce qui me fait plaisir de partager, et puis qui même me suivent, tu vois, j'ai envie de dire. Et si ça déplaît à certaines personnes, parce que maintenant j'ai commencé à parler plus de tel ou tel sujet, tant pis, mais j'ai envie de rester libre dans le contenu que je partage. Et heureusement, moi je sais que j'ai une communauté qui me suit et qui est 100% d'accord avec ce que je dis là.
Ouais, t'as une communauté qui est très fidèle et très compréhensive, je trouve. Très mature aussi, donc ça me fait extrêmement plaisir. C'est pour ça que j'ai vraiment fait gaffe aussi à comment j'ai gagné mes abonnés, tu vois, je veux dire, à rester très professionnel dans la façon dont je produis mes vidéos, dans le titrage de mes vidéos, mes vignettes, etc. Pour pas non plus, pour être sûr de gagner des abonnés qui soient passionnés, vraiment intéressés par ce que je dis. Je fais des vidéos longues, ce qui il y a encore 2 ans n'était pas trop le cas, ce qui se faisait pas trop sur YouTube. Il y a peu de mes vidéos qui font moins de 20 minutes. Ouais, c'est souvent du 25 minutes, 30 minutes. Un making-of qui fait 33 minutes, quoi. Ouais. Mais les gens vont regarder, les gens vont commenter et sont contents. Et si tu veux, même s'il n'y a que 25% des personnes qui vont jusqu'au bout, je me dis, je fais mes vidéos pour ces 25%. Ouais. Et au final, en fait, tu fais une espèce de sélection. Il y a une sélection naturelle qui se fait comme partout, c'est sûr. Voilà. Il y a des gens qui t'aiment pendant un moment, on va dire, qui t'aiment, je sais pas si c'est le bon mot, mais en gros, qui te suivent pendant un moment, et puis au bout d'un moment, forcément, ils vont se lasser. Moi, c'est pareil, il y a des chaînes YouTube que j'ai beaucoup suivies il y a quelques années que je regarde plus maintenant. C'est normal, quoi. Et toi, ce que je dis souvent, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je dis souvent, par exemple, à mon assistant Anthony qui lance sa chaîne YouTube de voyage, je lui dis, t'as énormément de chance de pas avoir beaucoup d'abonnés pour l'instant. Parce que je me sentais beaucoup plus libre et serein quand j'avais 100, 200, moins de 1000 abonnés. Ouais. Tu vois, et plus le chiffre grossit, plus tu as l'impression de te restreindre et de te mettre dans un cadre duquel tu dois pas sortir. Tu te mets une pression en fait, juste parce qu'il y a un chiffre qui est plus gros. Alors qu'au final rien ne doit changer, mais tu te mets une pression parce que tu as plus de commentaires, tu as plus d'interactions, tu as plus d'attentes. Et du coup, de fait, tu te sens moins libre. Tu vois, c'est de fait, forcément. Tu peux plus faire n'importe quoi. J'ai jamais fait n'importe quoi sur ma chaîne YouTube, mais tu vois, tu peux pas te permettre tout ce que tu aurais pu te permettre si tu n'avais pas d'abonnés. C'est con à dire. Tu peux pas sortir une vidéo. Tournage incroyable, ça tourne mal, prank, ou juste faire un test, tu vois. Par exemple, il y a des petits courts-métrages que j'ai fait que j'ai pas envie de publier sur ma chaîne YouTube parce que je sais qu'on va certaines personnes vont me juger là-dessus et vont me dire c'est décevant par rapport à ce que tu nous as montré, mais je dis oui, mais attends, j'ai envie de le publier et laisse-moi tranquille. Il y a ce problème de t'as l'impression, je sais pas si c'est réel ou pas, mais que ton audience place une attente, une barre quelque part, et t'as l'impression que tu te dois de ne jamais retomber en dessous de cette barre. Mais tu vois, là où c'est vicieux, c'est que tu n'as aucune idée si ton audience place cette barre ou pas. C'est toi qui penses que l'audience place une barre. Alors que si ça se trouve pas du tout. Si ça se trouve, les gens sont juste contents en fait, et ils sont effectivement contents juste de te retrouver dans un nouveau contenu. Et les gens les plus fidèles, ceux qui vont vraiment apprécier ton travail et ta personnalité, vont l'accepter ce contenu quel qu'il soit, tu vois. Et par contre, des haters ou des gens qui vont pas trop aimer, tu vas toujours en avoir et voilà. Mais toi, un exemple concret, il y a un an, je voulais lancer un petit peu plus de vlogs. Sur ma chaîne, j'avais gagné une RX0 auprès de Sony, j'ai fait 2 vlogs avec, ça n'a pas plu à tout le monde, mais quand je te dis pas à tout le monde, c'est peut-être 1% des commentaires qui m'ont dit en termes de qualité, tu nous habitues à mieux, etc. C'est un peu décevant, ça trempe de partout et tout. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était partager un contenu beaucoup plus librement, facilement avec mes abonnés, pour partager un peu plus mon quotidien de créateur, en prestation par exemple, ou juste sur mes projets perso, et pouvoir le faire plus facilement pour pouvoir uploader plus souvent et garder un contact plus régulier. Et finalement, ça m'a un peu refroidi, tu vois, de me dire que effectivement, si demain je sors pas à chaque fois mon stabilisateur avec du gros équipement derrière, et ben les gens risquent d'être déçus. Mais finalement, c'était quoi ? C'était peut-être 2 commentaires. Donc c'est ridicule. Et au final, aussi. c'est les commentaires qui derrière te touchent. Voilà, moi je suis assez sensible à ça, et du coup, ça m'a fait arrêter mon idée de vlog. J'aimerais bien reprendre ça un jour. Mais c'est vrai qu'on a une grosse. Je pense qu'en tant que créateur, surtout maintenant avec Internet. Je pense que le cerveau humain n'est pas encore adapté à Internet et à avoir son travail visible par énormément de personnes. Et on a souvent, même si c'est que 1% des commentaires, et encore tu dis 1% des commentaires, mais parmi les gens qui ont vu, combien de personnes ont commenté, c'est ça, il y a toujours le même. Donc au final, ça te fait 0, la majorité silencieuse, quoi. Ça te fait peut-être 0,1% des personnes qui ont regardé la vidéo, et pourtant c'est les 0,1% qui vont dont tu vas te rappeler et tu vas juger ton travail au travers des pires commentaires de ta chaîne, quoi. Et c'est con, mais effectivement, quand t'es un peu on est tous, je pense, sensibles à la critique négative, surtout quand elle est injustifiée ou quand elle est injuste, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose toi, quand t'as engagé pas mal de travail, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur un projet et que t'as un commentaire injuste ou totalement à côté de la plaque,
bah ouais, il va te toucher, il va te dire putain, mais si tu savais, mec, ce que ça représente de sortir une vidéo comme ça, et tout ce que tu trouves à dire, c'est un truc désagréable. C'est dommage. C'est dommage de sortir son clavier et de se prendre la peine de taper un commentaire juste pour dire ça, alors qu'il y a quand même 30 minutes surtout de quand travail, c'est pas constructif et que c'est juste. Ouais, c'est sûr. Après, il faut composer avec, hein, c'est le jeu. Hein, donc, moi, je l'ai vite compris. Après, j'ai très très peu de commentaires négatifs comme ça. Je veux dire, j'ai vraiment une communauté en or. Et ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est quand effectivement la majorité silencieuse se donne la peine de rédiger un commentaire. Et eux, en général, sont très généreux en commentaire. Et tu vas te retrouver avec plusieurs paragraphes te remerciant pour ce que tu leur as apporté. Et quand ils te précisent effectivement qu'ils ne commentent jamais et que là, ils ont vraiment envie de commenter parce que tu les as touchés, c'est le meilleur des cadeaux, quoi. Ouais. Et ça vaut 10 000 commentaires négatifs, quoi. Ouais. Bah c'est sûr que derrière les commentaires négatifs font un peu mal, mais quand t'as des super commentaires positifs, ça... Mais encore une fois, je veux bien différencier les commentaires négatifs pas du tout constructifs, des commentaires négatifs qui sont pas vraiment négatifs, mais qu'il faut pas voir comme des commentaires négatifs, mais des commentaires sur lesquels il faut s'appuyer pour évoluer. Tu vois, il y a des remises en question qui peuvent se faire via les commentaires en disant ah ouais, le mec il a raison, j'ai pas parlé de ça, c'était essentiel, la prochaine fois j'y penserai, ou oui effectivement là j'ai fait une erreur technique, ou etc. Si c'est constructif, c'est ça, il faut réussir faut pas le prendre mal, il faut réussir à se dire attends, effectivement le type a raison, il a une certaine expérience, et ça aussi j'ai beaucoup de respect pour ma communauté parce que je sais que c'est des gens qui sont pour beaucoup semi-professionnels ou professionnels dans le domaine de la photo et la vidéo, ce qui met encore plus de pression pour sortir du contenu, mais forcément il y en a qui vont pas me louper et ils ont raison, tu vois, et je me dis ils ont aussi 30 ans peut-être d'expérience pour certains dans le domaine, et c'est important aussi, quoi. D'en prendre compte. Ouais, et justement comment est-ce que tu fais la différence entre des commentaires qui vont être plutôt bienveillants? Comment tu gères de savoir est-ce qu'un commentaire tu vas le prendre en compte et est-ce que tu vas pas le prendre en compte? Alors ce qui est compliqué, c'est encore une fois la masse. Quand tu as beaucoup de commentaires, en fait, si tu veux, forcément tu vas avoir beaucoup de questions dans les commentaires, donc ces questions peuvent amener à de nouveaux tutoriels par exemple, peuvent venir demander des compléments d'informations à ce que tu as apporté dans la vidéo. Tu peux pas tout traiter dans une vidéo YouTube, sinon tu passerais 4 heures et personne ne regarderait, et voilà, et on te critiquerait pour la durée de ta vidéo. Donc il y a des idées de tutoriels qui peuvent émerger de commentaires qui peuvent se répéter, se dire attends, tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail le framerate et choses comme ça parce que je comprends pas, ou alors tu sais j'ai pas mal de messages sur Instagram, Facebook, par mail de gens qui me posent des questions techniques ou de matériel, et du coup petit à petit je les vois s'accumuler et je me dis tiens, là il y a un sujet qui revient souvent, ce serait l'occasion d'en faire une vidéo parce qu'il y a une demande, quoi. Et parce que du coup moi je pourrais répondre à tous ces mails auxquels j'ai pas le temps de répondre en faisant une vidéo et en espérant que les gens soient toujours abonnés et pas vexés que j'ai pas répondu et puissent trouver leur information là-dedans. Après ça peut être un moyen de renvoyer après les personnes qui t'envoient un message, dire je l'ai traité dans cette vidéo. Ouais, mais toi si tu devais le faire à chaque fois, malheureusement j'ai plus le temps. Vrai et que... même ça en fait ça paraît con, mais je sais pas si toutes les personnes le réalisent pas vraiment. Mais le retour de la médaille effectivement c'est d'avoir beaucoup de messages et de plus pouvoir y répondre, et jusqu'à 30 000 abonnés sur YouTube j'arrivais à répondre à tous les commentaires, à tout le monde par mail etc, mais passer les 30 000 c'est devenu impossible. C'est-à-dire que je pouvais passer aux 30 000, je passais des fois une journée à faire que de la réponse. Ah ouais. Mais toi, c'est une journée complète uniquement dans à la semaine, répondre. ça représente au moins une journée, quoi, à répondre. Et je tenais à le faire pour apporter une réponse aux gens et pas qu'ils restent comme ça sans réponse et dans la galère. Après, je me dis, avec notre ami Google, tu trouves beaucoup de réponses autre part, mais les gens, ils te délivrent une confiance et beaucoup d'attentes envers toi, et par respect pour eux et pour cette confiance-là, je me devais de leur répondre, et malheureusement, là, je peux plus le faire. Depuis un moment. Donc c'est pour ça que j'ai aussi mis d'autres moyens en place. J'ai mis en place l'atelier des créateurs sur Facebook depuis plus d'1 an. C'était pour que les gens échangent entre eux, parce que j'ai pas la science infuse non plus. Il y a des domaines dans lesquels je suis pas spécialisé, et de la communauté, je te disais, il y a des gens qui ont 30 ans d'expérience dans n'importe quel domaine dans ma commu, et je voulais mettre en avant ces gens-là aussi et les mixer avec les amateurs qui ont des questions, et que tout le monde puisse échanger ensemble. C'est vrai que ça c'est super intéressant. D'ailleurs je suis dans le groupe Facebook. Tu as répondu aux 3 questions avant de rentrer dans le groupe, c'est très important. Et est-ce que tu as fait une petite présentation et tu mets toujours l'en-tête? On est chiant avec ça. Alors, je me suis présenté au tout début. Alors, je me rappelle plus. Honnêtement, quand je suis rentré dans le groupe, ça doit faire il y a 1 an. Je sais pas. Possible. Je me rappelle plus des questions. On l'a ouvert en octobre 2018. Non, mais oui, effectivement, on a mis des. Je le précise là, au cas où il y a des gens qui auraient envie de rejoindre ce groupe Facebook. Octobre
2017. Non, 2018, ça ferait... Non, 2017, ouais, pardon. Ouais, 2017. Ouais, parce que sinon, ça ferait que 5 mois. Ouais, donc c'est un groupe qui s'appelle l'Atelier des créateurs sur Facebook. Et donc le but, c'est de mixer les connaissances et que les gens puissent se répondre entre eux. Puisque, et qui est ouvert donc, du coup aux photographes, vidéastes. Vidéastes, les gens qui travaillent dans le son, les réals, peut-être même toutes les personnes qui s'essayent à l'image, en fait. Ouais, au métier de l'image. De l'audiovisuel, on va dire. Comme ça, il y a audio et visuel dedans. Et qui ont des questions par rapport à ça. Alors, ça s'appelle l'Atelier des créateurs, mais c'est pas fait pour les créateurs en bijoux. Parce qu'on a souvent des gens qui adhèrent au groupe et font leur pub pour leur création de bijoux. Malheureusement, c'est pas le but, forcément. Mais voilà, on a mis effectivement 3 questions à l'entrée pour un petit peu que tu puisses prouver en quelque sorte ta motivation à rejoindre le groupe. Ouais. Et puis pour s'assurer que les gens sont dans le bon groupe aussi. Ouais, ici on a beaucoup de demandes de bots, enfin de robots. On peut en avoir un peu tous les jours, 2-3 des comptes un peu bizarres qui viennent d'être créés, qui veulent rentrer dans le groupe. Donc c'est pour ça qu'on a mis des questions à l'entrée aussi. Et pour vraiment s'assurer de maintenir une qualité dans les échanges et une qualité de maturité dans le groupe. Et c'est aussi pour ça qu'on a imposé l'entête. Pour l'instant, le système de groupe Facebook est un peu chiant. On ne peut pas définir un thème, un sujet en fait, on va dire de post quand on publie. On est obligé de le faire manuellement. Donc on demande aux gens de mettre une en-tête. Ouais, du coup, tu mets les crochets, questions vidéo, questions photo. Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui se plaignent un peu de ça, mais dans la grande majorité, ils sont contents. Ça permet de garder une grosse lisibilité. Ouais. Et puis ça permet, par exemple, moi, si je vois une en-tête. Je sais pas, sur un sujet qui te parle, un sujet où tu as une expertise, et ben tu sais que tu vas pouvoir peut-être aider la personne. Ça sert à ça, les en-têtes, et on demande aussi aux personnes, tu vois, d'apporter un minimum d'infos dans le post et pas juste dire vous en pensez quoi, parce que ça apporte rien au groupe. Mettre un contexte, parler un petit peu de son matériel, de sa démarche artistique, sur quel aspect on souhaite avoir des infos, ça permet de créer des échanges vachement plus matures et objectifs dans les commentaires. Enfin voilà, c'était la parenthèse sur le groupe, mais voilà. Ouais. Bah, d'ailleurs, justement, ça me fait penser que j'avais prévu en introduction de parler des différents projets que tu avais mis en place, et dans ces projets, il y avait justement la page Facebook, l'Atelier des créateurs, mais vu qu'on est parti déjà sur les chapeaux de roue dans l'introduction, donc je vais le faire maintenant. Du coup, je te présenterai de toute façon en voix off avant je fais une petite voix off avant dans le podcast avec JC Pierry. Et donc pour faire tu présenteras en voix off dans un podcast qui est un pléonasme. Ouais, c'est vrai. En voix off de l'enregistrement actuel. Bien sûr, en différé, c'est peut-être le mot. Voilà. Je te ferai une intro en différé. Donc tu es vidéaste et photographe professionnel. C'est ça. Tu as créé une chaîne YouTube, donc Olivier Schmitt, qui fait des tutoriels sur la photo, la vidéo, et sur lequel aussi tu partages quelques-uns de tes courts-métrages. Et d'ailleurs, tu en profites pour faire souvent des making-of sur tes courts-métrages. Et d'ailleurs, pour les personnes qui écoutent, qui ne l'auraient pas vu, je vous conseille d'aller voir il me semble que c'est le dernier court-métrage que tu as sorti, London is Free, sur lequel, du coup, tu as une voix off d'un SDF londonien qui parle et qui donne sa vision. Qui partage, je ne l'ai pas vraiment drivé, si tu veux, je lui ai juste demandé c'est une personne que j'ai rencontrée au hasard. Et c'est lui en plus qui t'a demandé de c'est lui qui m'a sauté dessus, c'est ce que je raconte dans le making-of. Il m'a sauté dessus, comme souvent ils le font, tu sais, c'est un peu triste, mais effectivement, les gens qui sont un petit peu dans le besoin, les plus modestes comme ça dans la rue, ont besoin de chaleur humaine, de contact. Et c'est vrai qu'on le vit aussi en France, hein. Tu te balades dans une grande ville et tu croises, dans une petite ville, peu importe, mais tu croises des SDF. Souvent, ils tentent l'interaction, tu vois, l'interaction, pas forcément pour demander une pièce, mais juste pour avoir un échange humain. Et cette personne, c'est passé comme ça à Londres, et en plus je me baladais avec ma caméra, donc en fait, si tu veux, il a fait un peu le mariole devant la caméra. Tu veux me filmer, voilà. Et du coup, j'ai rigolé comme on fait tous, et puis je l'ai laissé passer comme on fait tous. Et puis finalement, avec Mylène, donc ma compagne, on s'est regardé, on s'est dit putain, mais c'est ça que je voulais dans ma vidéo, parce que je voulais en fait une voix off, je voulais interviewer des gens, mais je savais pas encore qui, comment et quoi. C'est compliqué. Et je laissais la place un peu au hasard, tu vois, et finalement le hasard du coup a bien fait les choses, et j'ai saisi l'opportunité, j'ai fait demi-tour, je lui ai couru après et je lui ai dit écoute, t'as l'air d'avoir envie de parler, je te donne la parole, c'est un peu parle-moi de ta vie à Londres, en gros, hein, je te résume, mais en gros c'est ça quoi. C'est pas souvent qu'on court après un SDF normalement c'est dans l'autre sens que ça se passe, mais et du coup vidéo qui est super touchante, avec où vraiment on sent la vision du mec, son émotion, et dessus t'as illustré ça avec des super images de la ville.
Donc, j'ai pas pu tout mettre dans une petite vidéo comme ça. Le jour elle dure 3 minutes, 4 minutes. Je sais plus exactement, 4 minutes, quelque chose comme ça. 4 minutes 30, je crois. Ouais. Mais ouais, après, c'était un beau moment de partage. J'aimerais bien le retrouver un jour. Il y a des abonnés qui m'ont demandé est-ce que tu as retrouvé Philippe pour lui montrer la vidéo. J'ai pas moyen de le retrouver, mais si je retourne à Londres, j'essaierai de le retrouver, bien sûr. Ouais. Ou si vous passez par Londres et que vous croisez Philippe, c'est ça, montrez-lui la vidéo d'Olivier. Exactement. Du coup, sur ta chaîne YouTube, tu fais aussi tous les ans, donc depuis 2 ans, quoi, ça fait la 2e fois que tu fais un concours pour tes abonnés. Ça s'appelle le concours PKOS. Ouais, PKOS, c'était le hashtag que j'avais créé, mais en gros, ça veut dire Projet Kumquat Olivier Schmitt. Ok, ouais, parce que justement, tu disais le kumquat, il me semble que c'est une plante. C'est ça, c'est un petit fruit. Ouais. Et c'est un fruit, et c'est un mot qui te faisait marrer, donc tu t'es dit. C'était un délire avec Mylène, et on s'est dit, tiens, on va en faire un truc, et puis voilà, c'est resté. J'avais pas beaucoup d'abonnés la première. Enfin, pas beaucoup d'abonnés, j'avais je sais pas, la première année, j'avais moins de 10 000 abonnés. Ouais, 10 000, à peine 10 000. Quand j'ai lancé le premier projet, peut-être 8 000, et du coup, toi, c'est pareil, quand t'as pas beaucoup d'abonnés, tu te permets de lancer des projets avec des noms bizarres. Et est-ce que si c'était à refaire avec 100 000 abonnés, est-ce que vraiment ça serait grave non, je pense pas, mais avec 100 000 abonnés, les gens doivent se demander qu'est-ce qu'un kumquat vient faire là, quoi. Déjà, qu'est-ce qu'un kumquat, et après, qu'est-ce que ça vient faire là. Déjà, première question. Mais ouais, j'avais lancé ça l'année dernière, et on l'a refait, enfin l'année dernière, du coup, il y a 2 ans maintenant, puisqu'on est en 2019, et donc j'ai voulu faire les choses en plus grand en 2018, et je pense que c'est réussi, donc je suis content. Plus grand en termes de délai pour donner les réponses aussi, mais les résultats. Ouais, parce que en même temps, j'imagine que tu as eu énormément de gens qui ont postulé. Et c'était un concours, du coup, où tu demandais une vidéo sur le thème du voyage et tu demandais aux personnes de t'envoyer une photo. Ouais, alors la première année, il y avait 3 projets dans le projet. Il y avait une vidéo de voyage à faire, comme cette année. Il y avait une photo de voyage aussi. Ouais, c'était une photo, mais pas drivée. C'était juste une photo de voyage que j'allais mettre dans mon setup aussi. Et un 3e projet vidéo qui était une vidéo chaînée. Donc la vidéo chaînée, pour ceux qui connaissent pas le concept, c'est quelque chose que j'avais fait moi en master. En fait, il y avait des groupes de travail, et chaque groupe était responsable. On avait une musique commune, et chaque groupe était responsable d'une partie de la vidéo finale. Donc on avait une séquence de sons, et on devait faire une musique là-dessus sur un thème. Par exemple, je sais pas moi, les poèmes japonais, hop, tu faisais une vidéo là-dessus, et puis après tout s'enchaînait de façon logique quand tu regroupais tu mettais bout à bout tous les projets. Du coup, pour ta chaîne YouTube, les gens se concertaient pas entre eux. Est-ce que dans ton projet que tu avais fait, les groupes devaient se... il y avait une communication? Alors du coup, il n'y avait pas de groupe, c'était chacun individuellement, forcément. Et en fait, j'avais réfléchi moi à ce que les transitions fonctionnent ensemble. Donc je leur disais, le but c'est de vous filmer, ou filmer un humain, en tout cas, il y a une personne qui marche, et je leur avais donné les directives. Par exemple, qui marche de profil comme ça, qui marche de face, et en termes de transition, peut-être qui passe derrière un arbre, qui fait des trucs comme ça. Comme ça, je savais qu'après, au montage, les plans des différentes personnes pouvaient fonctionner ensemble, et je pouvais les raccorder de façon cohérente pour faire une vidéo chaînée à peu près cohérente. Et ça a plutôt bien fonctionné. Le concept a beaucoup plu, mais ça demandait beaucoup trop de travail de mon côté. Ça aurait peut-être été super compliqué de le faire cette année avec c'est ça, et c'est pour ça que je me pose beaucoup de questions pour l'année 2019 aussi, pour le concours, comment je m'organise, parce que donner les résultats 6 mois après ou 4 mois après, là, comme cette année, c'est long, et puis c'est vraiment beaucoup de travail de visionner toutes ces vidéos. Après, c'est quelque chose à laquelle je tiens depuis le début de ma chaîne, c'est de faire des concours qui se limitent pas à tag 2 amis, rajoute le hashtag et like ma photo, tu vois. Je trouve que ça apporte pas grand chose. Après, ça permet de faire des concours très rapidement, ça permet de gagner beaucoup d'abonnés rapidement, mais ça, je m'en fous. Donc je fais pas ce type de concours pour l'instant. Peut-être j'en ferai occasionnellement sur des petites opérations avec des partenaires, je sais pas, tu vois. Mais le but pour moi, c'est à chaque fois que les gens puissent sortir de chez eux et évoluer et créer du contenu. Donc c'est pour ça que j'organise des concours qui forcent les gens à créer. Et ça les pousse à sortir, à vraiment créer. Et puis ça me permet de voir un petit peu, si tu d'avoir un snapshot, un aperçu de toi sur 311 vidéos que j'ai reçues. En regardant les 311, je vois le niveau des gens, je vois les faiblesses, les points forts, ce qui a amélioré du coup, et quel tutoriel je peux faire aussi. Tu vois, c'est hyper enrichissant d'avoir comme ça un aperçu des faiblesses d'avoir techniques, un espèce d'échantillon représentatif de ta communauté. Et en plus, c'est d'autant plus intéressant que c'est un échantillon représentatif de ta communauté engagée, quoi. C'est pas les gens qui passent une fois pour regarder une vidéo, c'est les gens qui sont vraiment là pour te suivre
libre. Et parce que quand tu leur demandes de produire une vidéo de 2 minutes 30 plus une photo pour voilà, tu te dis si le mec il est juste là pour espérer gagner le lot, il faut quand même qu'il se mette à bosser. Donc finalement, même si au final il vient d'arriver sur ma chaîne et qu'il ne la connaissait pas, s'il se met à bosser, je suis content, je suis ravi. Moi, s'il arrive à produire quelque chose et voilà, à se creuser la tête pour sortir quelque chose d'original, moi ça me va, hein. C'est ce que je cherche, quoi. Ouais. Alors justement, tu parles de l'importance de créer, et j'avais une question à poser. Si tu devais donner un ratio en pourcentage, alors pas besoin que ce soit super précis, entre le temps que tu passes à te documenter, à apprendre des choses, et le temps que tu passes à créer, à aller sur le terrain, parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent le problème de trouver un bon équilibre entre les deux, parce que beaucoup de personnes, je pense, regardent énormément de vidéos sur YouTube, cherchent toujours plus et au final ont jamais commencé leur première vidéo. Et voilà, toi, c'est à peu près quoi ton ratio? Alors, je pense qu'il y a 3-4 ans, je pense que c'était 50-50, c'est-à-dire que je passais 50% de mon temps à lire des blogs, des bouquins ou regarder des vidéos dans le domaine pour apprendre, et 50% du temps à sortir pour expérimenter, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plutôt 80-90% sur le terrain et 10-20% à apprendre des autres. Ce qui est en fait... Disons que tu apprends tout le temps des autres, mais je vais l'apprendre sur le terrain. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je regarde presque plus les chaînes YouTube dans le domaine de la photo, de la vidéo. Okay. Peut-être aussi pour pas être influencé par ce qui se fait et que j'ai envie de rester et de me sentir libre dans ce que je fais. Et voilà. Toi, des grosses références comme Peter McKinnon, c'est quelqu'un que je suis plus du tout depuis, je pense, 1 an. Je sais plus trop ce qu'il fait. J'ai regardé une de ses dernières vidéos là qui parlait de... Oui, j'ai vu que tu en parlais dans sa story. Et justement, moi aussi, Ouais, mais c'est la seule que j'ai regardée depuis 1 an, je crois. Tu vois. C'est pareil, parce que j'ai vu ta story et je me suis dit, tu parlais d'une vidéo qu'il a fait et qui te parlait. Donc sur laquelle, rapidement, je le dis, il parlait de l'importance de la discipline pour lui de produire du contenu pour rester créatif. Alors après, on peut débattre là-dessus pendant longtemps, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Mais en gros, si tu veux, aujourd'hui, je suis beaucoup... je suis très dans ma façon d'apprendre, j'aime bien apprendre par moi-même, être confronté aux problématiques sur le terrain et trouver les solutions moi-même. C'est vraiment ce qui me stimule, tu vois. Dans tout ce que j'apprends, il y a peut-être des techniques à la con que je vais découvrir sur le terrain, que tout le monde connaît depuis 10 ans. Moi, je vais être content parce que je vais être confronté au problème et je vais trouver la solution sur le terrain, tu vois. Ouais. Et au final, c'est peut-être... avec cette méthodologie-là que tu t'en rappelleras toujours, quoi. C'est ce qu'on dit souvent. Je fais un petit parallèle avec, par exemple, avec l'école. Quand on a un cours qu'on doit apprendre par cœur, on s'en rappelle pas après, mais quand il y a un truc, on devait faire un exercice, on a buté, et on a cherché pendant 1h30, et au final, on a trouvé la solution, là, on s'en rappelle, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et c'est exactement ça, mais... Ouais, voilà. Non, ça répond à ta question, je pense. Non, parfait. Je me vois un peu comme un archéologue des fois de la photo et de la vidéo, dans le sens où je suis assez content finalement, indirectement, de ne pas avoir fait une école spécialisée là-dedans, parce qu'on m'aurait donné beaucoup de clés comme ça sur le tas, et sans avoir l'expérience terrain, même si bien sûr en école tu vas avoir aussi de l'expérience terrain, mais je suis content en fait de découvrir tout ce monde-là du cinéma, d'être allé gratter par toi-même de gratter un peu par moi-même, et c'est peut-être un processus d'apprentissage un peu plus lent mais beaucoup plus épanouissant, en tout cas pour moi. Ok, justement, tiens, décidément, toutes les transitions sont parfaitement effectuées. Tu nous parles de ta formation. Alors, tu dis que t'as pas fait de formation dans la vidéo. Vas-y. Mais j'ai un master en art et technologie de l'image. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que concrètement, c'était dans quoi, dans l'animation 3D? Alors, en fait, c'est un master qui est situé à l'université de Paris 8. On va pas parler de ce que j'ai fait avant. On va dire l'essentiel, c'est ce master-là. Parce qu'avant, j'ai fait du réseau télécom, rien à voir, et j'ai fait du web design, communication. Enfin bref. Mais du coup, j'ai fait une licence et un master en art et technologie de l'image, qui est une licence, un master qui est
qui a un aspect technique et artistique à la fois. Donc il joue sur les deux tableaux, et c'est ça qui est très intéressant dans ce master, mais qui est orienté cinéma d'animation, effets spéciaux un petit peu, à peine du storyboard, quasiment presque pas de prise de vue réelle. Peut-être on a tenu une caméra en 3 ans de formation, tu vois. Okay. Une fois une caméra, pardon. Et qui a donc pour but de former des gens qui sont à la fois techniques et créatifs, mais vraiment dans le cinéma, dans les effets spéciaux, enfin le cinéma d'animation, les effets spéciaux, pas du tout dans la prise de vue réelle. Et ça m'allait bien, c'était vraiment passionnant. Mais finalement, ça m'avait pas pris le triangle d'exposition ou des conneries comme ça, tu vois. Ça m'avait vraiment. Donc le triangle d'exposition qui est quand vous avez un appareil photo à prendre en manuel, à régler votre exposition avec les 3 réglages qui sont la vitesse d'obturation, l'ouverture et les ISO. Ouais, je définis un petit peu. Parfait. Donc oui, ça m'avait pas apporté ces éléments-là. Par contre, ces éléments-là, je les ai appris en parallèle, parce qu'avec un pote qui s'appelle Cyril à l'époque, on avait ouvert déjà notre auto-entreprise et on s'était un peu associés, on va dire, pour des clients, et on bossait ensemble en photo de soirée. Donc on faisait des soirées privées. Ouais, j'ai vu ça, que vous commenciez, vous avez commencé vos premiers... C'est quoi, c'était tes premiers projets rémunérés, ça ? Ouais, alors rémunérés, payer 30 balles pour passer une nuit à faire des photos de soirée de gens bourrés, mais c'était pas du Sound Night ou des choses comme ça, c'était vraiment des soirées privées. Donc toi, en mode le gros loft au pied de la Tour Eiffel avec piscine et jacuzzi sur 2 étages, tu vois. C'était vraiment des trucs bien gros délire. On faisait surtout pour ça en tant qu'étudiant, mais on en couvrait 2 à 3 par semaine, des événements comme ça. D'accord. Donc si tu veux, pendant qu'on était en master, tu vois. Donc et en fait, et après derrière, tu devais faire l'editing des photos. Je sais pas. C'était lui qui gérait ça. Moi, je l'assistais surtout à l'époque, parce que lui avait plus d'expérience que moi. Il venait d'acheter un 5D Mark II à l'époque, et du coup, je l'assistais et j'ai appris sur le tas vraiment comment me servir d'un appareil photo. Je faisais déjà un peu de photos avant, mais vraiment en mode amateur, et je faisais déjà un peu de vidéo. Alors c'est marrant que quand j'ai écouté le podcast que tu as fait avec JC Pierry, je me suis un peu retrouvé dans ce qu'il disait. C'est que moi j'ai commencé la vidéo en faisais du skate quand j'avais 13-14 ans, et lui je crois qu'il faisait du BMX du vélo. Moi c'est un peu pareil, j'avais pas produit autant de vidéos que lui à l'époque, mais j'ai produit les parts de skate, comme on disait, les sessions de skate de potes quand j'avais je sais plus 13, 14, 15 ans déjà sur Premiere Pro, et j'ai commencé. Ça existait déjà à l'époque ? Justement, c'était la question. Lui me parlait, c'est une question que je me posais, mais pour moi, dans mes souvenirs, j'utilisais déjà Premiere Pro. Ok. Je sais plus du coup quelle version du coup, mais je devais avoir 14-15 ans. Là, j'en ai 30, donc il y a 15 ans. Est-ce que ça existait déjà a priori en 2003, comme ça. Parce que il me semble qu'au début, c'était beaucoup de personnes étaient sur Sony Vegas, sur Sony Vegas. Moi, j'ai que des souvenirs de Premiere Pro, mais maintenant. Moi, j'y suis depuis pas très longtemps. Ça va faire 2 ans et demi. Donc, vu le bousin que c'est devenu, je pense que la source date d'il y a très longtemps. Et c'est le retour de l'instant culture générale. J'étais très loin de me douter que Premiere Pro a plus de 25 ans puisqu'il est sorti en 1991. Donc aucun doute, Olivier a pu commencer ses montages dessus en 2003. Mais du coup, j'ai commencé par ça. Après, j'ai passé sur la photo, et je suis revenu à la vidéo plus aujourd'hui, quoi. Ouais. Du coup, comment ça s'est passé entre tu commences à faire tes premières photos de soirée, payer une misère pour une nuit, à te dire ok, maintenant, même si ma formation est pas spécialement dirigée là-dessus, orientée photo vidéo, à quel moment tu t'es dit j'ai envie je veux que ça soit ça mon métier, ou est-ce que c'était déjà l'idée que tu avais quand tu es rentré en master ? Non, pas du tout. Alors vraiment, j'étais à des années-lumière de m'imaginer vraiment. Quand je suis rentré en master, je me voyais vraiment faire carrière dans carrière, non, parce que j'ai jamais été carriériste. J'ai toujours eu une âme d'indépendant, d'entrepreneur, on va dire. Okay. Mais je me voyais effectivement travailler en tout cas quelques années dans le cinéma d'animation, ce qui s'est passé. J'avais pour objectif de bosser sur les films d'animation d'Universal, moi Moche et Méchant, en rentrant en master. T'as été chez Studio MacGuff. Et ça a été finalement mon premier employeur après ce master. J'ai fait une année de stage là-bas. Et ils m'ont embauché après, donc en tant qu'intermittent, mais pendant 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. Alors, juste, je te coupe 2 secondes. Est-ce que tu peux nous décrire comment est-ce que tu as fait pour arriver chez Studio MacGuff, parce que c'est une stratégie qui peut intéresser certaines personnes. Alors c'est simple. J'allais aller en Master 2, donc on devait être en juillet, quelque chose comme ça. L'année scolaire commençait en octobre. Et je voulais... l'année de Master 2 se déroulait en espèce d'alternance stage, en fait, si tu veux. Pas alternance avec un contrat
centre d'alternance, mais en stage, mais en gros, une partie, ou alors avec un projet perso. Et moi, je voulais absolument mettre un pied dans le monde du travail et faire ça donc dans une entreprise, dans un studio d'animation ou d'effets spéciaux, enfin bref. Et j'étais donc pendant l'été donc chez mes parents en Alsace. Et alors que je venais de passer donc 2 années déjà à Paris et j'étais donc là en vacances d'été et je me suis dit putain, j'ai rien pour septembre-octobre pour la rentrée, faut que je me bouge donc un petit peu pris de panique en juillet-août, j'ai pris un billet de train pour le lendemain matin, départ de Mulhouse à je crois 5h30 du matin, et j'avais organisé toute ma journée avec un petit planning, des petits plans pour aller faire tous les studios de Paris qui m'intéressaient, il y en avait une douzaine je crois, en métro, j'avais fait tous les trajets, j'avais tout planifié, dire là je vais là, je pose un CV, je vais là, je pose un CV, je vais là, je pose un CV, et le soir même je rentre. Et c'est ce que j'avais organisé comme ça, ma journée qui a été hyper longue. Et ce que je voulais, c'est je me suis dit là, en étant bloqué en Alsace, je vais jamais trouver ce que je veux pour septembre-octobre. Il faut que j'aille montrer ma gueule, il faut que j'aille rencontrer quelqu'un, que j'aille serrer une main à quelqu'un. Je trouvais que c'est important de montrer que tu étais là. Ouais, c'est important. Si tu veux sortir du lot, il faut montrer que tu en veux, quoi. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je recrute des fois mes stagiaires ou les gens avec qui je travaille. Anthony, mon assistant actuel, pourra te le dire. Moi, ce que je veux, c'est de la motivation avant tout. Et finalement, quand je vois comment j'étais à l'époque, c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi. Et donc, j'ai fait plusieurs studios. Et puis, arrivé chez Illumination MacGuff, donc, qui est le studio d'animation qui a été racheté par Universal pour produire Moi Moche et Méchant, le Lorax à l'époque où je suis arrivé. J'ai eu la chance en toquant de croiser dans les couloirs directement le directeur de production de Moi Moche et Méchant 1, Boris il s'appelle, merci à lui, et qui m'a accordé 2 minutes. Il était entre 2 réunions, on s'est posé sur le canapé dans l'entrée, il a regardé mon CV, il a entouré programmation Python parce que c'était une des... Quand je te disais que je faisais une formation qui était à la fois technique et artistique, j'avais cet aspect technique de savoir programmer. Et c'est quelque chose qui était rare à l'époque. Et ça, c'est important pour... Avoir des notions là dans le domaine, en tout cas de l'animation 3D, c'était très important d'avoir cette notion technique de programmation, puisque les logiciels qu'on utilise, qui eux sont principalement Maya, tu peux programmer à l'intérieur en Python pour moduler, apporter des outils supplémentaires au logiciel ou le débugger ou faire des choses comme ça. Et donc, ils avaient un poste en ce qu'ils appellent TD, Technical Director, donc directeur technique en français. Bon, tu es directeur de rien, mais tu as un poste assez clé puisque tu fais le tampon entre les développeurs qui développent des outils ou des logiciels et les artistes et les graphistes. Donc tu es entre les deux, et quand il y a des problèmes qui viennent des graphistes, ça passe par toi. Si tu ne trouves pas de solution, ça va au développeur. Mais en gros, toi, tu dois tout faire pour trouver une solution technique. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des poils sur un mignon, les cheveux du mignon qui tremblent dans tous les sens sur une frame, sur une image, et ben, tu dois trouver pourquoi, résoudre le problème et envoyer la solution au graphiste. Et donc ça, c'était une partie de mon taf. Et l'autre partie de mon taf, c'était de créer des outils pour Maya qui n'existent pas. Typiquement, tu as un graphiste qui doit faire 10 fois la même opération en cliquant sur 5 boutons pendant la journée. Ben, tu vas lui faire un bouton qui fait tout seul. Ok, automatiser les tâches pour faire gagner du temps, et puis même créer des interfaces dans Maya qui n'existent pas. Donc ça, c'était un taf très technique, mais du coup, donc j'ai déposé mon CV, il a entouré ça, il a vu ça, et la semaine d'après, donc c'était le vendredi, le lundi matin, la seule boîte qui m'a rappelé, c'est eux. Et ils m'ont dit, on aimerait vous rencontrer, le superviseur Tidy aimerait vous rencontrer, et Étienne, bonjour Étienne, si tu nous écoutes. Et il m'a rencontré, et il a fini l'entretien en me disant, écoute, on va se tutoyer. Et je dis, si on se tutoie, c'est qu'on va se revoir. Il me dit, si c'est bien pour ça que je te dis ça. Et du coup, voilà, l'aventure a commencé chez MacGuff pendant 3 ans et demi, 4 ans à fabriquer des mignons. C'était passionnant, mais c'était trop technique. D'accord. Au bout de 3 ans et demi, c'était trop technique. Et du coup, si je peux enchaîner sur ta question du parcours. Tu n'as pas oublié. Du parcours, parce que en gros, si tu veux, au bout de 2 ans, j'ai un peu saturé de ce côté technique, et je voulais absolument retourner dans la créativité, parce que j'ai vraiment un esprit créatif depuis tout petit, et ça me manquait, et je perdais cette créativité. Donc j'ai négocié un break. Et je leur ai dit, écoutez, j'aimerais partir voyager quelques mois, mais j'aimerais bien revenir après. Enfin, m'offrir l'opportunité de revenir. Ils m'ont dit, ok, pas de souci. Donc ça, c'était cool. Enfin, pas de souci, on verra, mais dans l'idée, c'est cool. Donc je suis parti 3 mois, donc le temps de l'ESTA aux États-Unis, seul. J'ai rejoint un pote qui vivait à San Francisco à l'époque, mais l'idée c'était de faire un road trip tout seul là-bas pendant quelques temps, et d'acheter mon premier appareil photo à moi, un nouvel ordi portable, partir avec ça et m'essayer à la photo vraiment, et m'essayer à la vidéo un peu moins, mais surtout à la photo.
et voir un petit peu ce que je valais en tant que photographe sur le terrain, tester des trucs devant des bâtiments, devant des paysages de ouf, vraiment voilà, me mettre dans un contexte de créativité et juste dans une bulle où je suis seul et avec mon appareil photo et je me démerde. Et j'ai appris sur le tas comme ça beaucoup de choses. Et je m'étais dit à l'époque, si les photos que je fais plaisent à mon entourage, aux gens à qui je les montre, et ça veut dire que je suis peut-être sur la bonne voie et que je vais continuer. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. J'ai montré mes photos, ça a plu, et du coup, je me suis dit, bingo, je vais continuer là-dedans, je vais ouvrir mon auto-entreprise, je vais relancer mon auto-entreprise et je vais vraiment essayer de trouver des clients. Donc, je suis rentré en France au bout des 3 mois. Je suis encore allé à Londres et après, j'ai rappelé MacGuff et je leur ai dit, je recherche du taf. Et j'ai expliqué à mon superviseur de l'époque, donc Étienne. Il m'a dit, je pense que tu vas repartir. Je lui ai dit, oui, je vais repartir. Mais on peut peut-être trouver un accord. Il m'a dit, nous on a besoin de quelqu'un, toi tu as besoin d'un taf, reviens, et puis quand tu veux repartir, juste peut-être pas dans 2 mois, mais il n'y a pas de souci, au moins tu peux nous aider pendant quelques temps. Moi le but c'était de me refaire des économies pour réinvestir dans le matériel, pour pouvoir développer ton activité. Exactement, lancer mon activité, trouver mes premiers clients et faire les deux en parallèle pendant une période tampon, et après relâcher cette auto-entreprise et puis ce taf. Qui était un taf cool, vraiment cool, et une belle petite situation. Alors, je n'étais pas payé hyper bien non plus, mais en tout cas j'avais une entreprise qui fait rêver énormément de monde dans le domaine, et j'ai lâché cette boîte 2 fois pour justement prendre le risque de lancer ma boîte. Ça a plus ou moins marché. Je faisais surtout de la photo de mariage pour débuter, comme beaucoup. Un peu de corporate petit à petit dans la mode ou des choses comme ça. Ça marchouillait, c'était pas ouf, mais ça marchait un petit peu. J'ai pu me faire un book, un portfolio, un peu d'argent. Et puis petit à petit, ça a grossi. Et suite à ça, je suis parti en Australie il y a 3 ans, pendant 3 mois aussi, pour partir de Paris. En fait, le but, c'était de réussir à trouver une raison de partir de Paris, parce que je ne suis pas parisien dans l'âme. J'ai adoré mes 5 années à Paris, mais je suis né en Alsace, j'ai toujours été en campagne, et j'y suis vraiment attaché. Ça me manque quand j'ai pas les montagnes en face de moi, parce qu'il y a des montagnes en Alsace, je sais pas s'il y a des Savoyards qui écoutent cette... moi, nous les Vosges, pour nous c'est des montagnes, ce ne sont pas des collines. Et du coup, donc je suis parti en Australie dans l'idée de revenir, je sais pas où, mais de revenir autre part qu'à Paris. Et du coup, avec ma compagne, on est revenu s'installer en Alsace, où j'ai vraiment relancé bien mon activité. 1 an plus tard, j'ai lancé ma chaîne YouTube, et puis voilà. Et maintenant, j'ai des bons clients ici, même à Paris, un peu autre part. Je voyage pour mes clients. Et puis, en gros, voilà. Un peu le parcours, quoi. Tout se passe pour le mieux. Mais en gros, ce qui m'a drivé, si tu veux, c'est vraiment cette niaque de vouloir être indépendant. Alors après, moi, j'ai une problématique. Je sais pas si d'autres personnes vont se retrouver là-dedans, mais c'est que j'ai quitté le monde du salariat parce que je ne voulais plus de patron et je voulais être mon propre patron, comme beaucoup. Mais en devenant indépendant, je ne voulais pas de clients. Donc ça, c'est un autre problème. C'est comment tu fais au bout d'un moment, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas que je voulais pas de clients, mais si tu veux bosser pour des clients, c'est toujours bosser pour des projets qui ne t'appartiennent pas et où tu n'es pas décisionnaire à 100%. En fait, on dit souvent, moi quand je dis que je suis freelance, on me dit t'as pas de patron, mais en fait j'ai plein de patrons, c'est tous mes clients. C'est ça, Et en fait, si tu veux, je ne m'épanouis pas. Alors maintenant, le luxe que j'ai, c'est que je peux choisir mes clients. Là, je reviens d'un tournage à Paris pour une marque de pantalons. C'était un super tournage. J'ai adoré. Ils m'ont laissé une grande part de liberté dans la créativité. En même temps, ils ont fait appel à moi pour ça. Et puis le tournage était super. Mais si tu veux, l'objectif pour moi, je pourrais avoir beaucoup plus de clients aujourd'hui. Je ne démarche pas du tout. Depuis 3 ans, je ne démarche pas du tout. Je fais pas de pub, je fais rien. J'attends qu'on vienne à moi. Après, c'est vrai que j'ai cette souplesse et ce luxe d'avoir ma chaîne YouTube qui fait ma propre pub. D'accord. Mais c'est principalement de par ta chaîne YouTube. Actuellement, parce que si tu veux, vu que je ne démarche pas, les gens viennent par les réseaux sociaux et me connaissent comme ça. Mais ça fait que 2 ans. Mais si tu veux, j'ai jamais démarché parce que je ne sais pas démarcher. J'ai pas la fibre commerciale. Je n'aime pas faire ça. J'aime pas être face à 10 autres personnes et dire je suis le meilleur, voilà pourquoi. Voilà. Vas-y, écoute, si mon travail te plaît, tu viens. Sinon, tant pis. Mais voilà. Et après, ma chaîne YouTube me permet d'avoir cette liberté de pouvoir refuser des projets et de pouvoir n'accepter que ceux qui me plaisent et voilà, du coup, de sélectionner. Et surtout sélectionner des clients dans des domaines
totalement variés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout spécialisé dans un domaine et je m'épanouis justement quand j'accepte des clients qui n'ont rien à voir avec mes clients précédents. J'ai bossé dans l'industrie, sur des... T'aimes bien diversifier tes projets? J'adore, c'est là que je m'éclate. Si je fais tout le temps la même chose, je m'ennuie. Donc en fait, là, j'ai bossé pour des pantalons. Il y a 2 ans, je bossais pour un camion énorme pour Liber. Enfin, tu vois, je bossais pour les hôpitaux, je bossais pour un hôtel. Et voilà, si je faisais que de l'hôtellerie, je m'emmerderais au bout de 3 projets, tu vois. Et est-ce que justement le fait de te diversifier comme ça, c'est quelque chose qui te permet de garder un peu ta fibre créative, de pas trop... Je pense que clairement ça te stimule. C'est comme quand tu fais des projets perso, t'aimes bien peut-être faire des choses différentes, mais je pense que c'est important et de justement s'essayer à d'autres choses, toujours... le terme classique, sortir de sa zone de confort, je ne sais pas si je le vois vraiment comme ça, mais en gros, faire des choses que tu n'as jamais faites pour être confronté à de nouvelles problématiques. Après, quand tu es face à un client, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Mais quand tu as suffisamment d'expérience, tu peux te faire confiance et tu te dis, écoute, tout va bien se passer, je connais, techniquement, je sais où je vais, mon matériel, je le connais, et après, je me fais confiance. Et tu apprends à être débrouillard avec ce que tu as. Et... Ouais. Par exemple, je le vois dans donc justement la vidéo qu'on évoquait tout à l'heure, London is Free, où tu as utilisé une focale fixe. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros, tu avais un objectif, un objectif sur ton appareil, tu n'avais pas de zoom, tu n'avais pas de possibilité de zoomer, dézoomer. C'est ça. Et du coup, tu t'es débrouillé sur le tournage à faire tout ce petit mini court-métrage. Uniquement avec... En fait, il y a une idée derrière ça, c'est de montrer aux gens qu'ils n'ont pas besoin de 15 optiques, quoi. Parce que c'est vrai que c'est souvent on se repose là-dessus comme excuse en se disant ouais mais j'ai pas ce qu'il faut. C'est applicable à tous les domaines. Par exemple, tu veux monter je sais pas moi, tu veux monter à l'Everest, tu dis ouais mais j'ai pas le bon équipement. Attends, il y a des mecs qui sont montés, ils avaient rien, quoi. Ils ont monté il y a 50 ans avec les pieds nus avec un frigo ils sur avaient le dos. pas Esmel Vibram qu'on a aujourd'hui, ils avaient pas machin tout ça, quoi, du Gore-Tex, ils avaient pas machin. Bon, il y en a pas mal qui sont morts, c'est vrai, mais c'est une anecdote. Ouais, mais dans le domaine de la photo vidéo, oui, on va pas faire le discours classique sur le matos. Effectivement, le matos c'est important en tant que pro pour gagner du temps, hein, bosser efficacement, on va pas se mentir, mais on peut très bien bosser avec un seul boîtier, une seule optique, voilà. Un GH5. J'ai sorti le GH5, c'est pas du tout parce qu'on parlait de matériel, mais je me dis je vais peut-être à un moment où tu ne t'y attendras pas prendre une petite photo que je mettrai sur t'as un scoop derrière, t'as mon ordi avec Full Metal Flippette. C'est ton prochain... C'est le court-métrage qu'on a tourné cet été qui est en montage là. Ok. Enfin, qui est pas en montage. Là, c'est tout le sound effect qui est en train d'être fait. D'accord. Ouais, je vois, déjà là, je vois la timeline, il y a pas mal de... Ouais, il y a quelques plans. Pas mal de plans. C'est un truc qui dure combien de temps? C'est 17 minutes à peu près. Ok. 17 minutes, un petit court-métrage de fiction, le premier. Ah, sympa. Le premier. Sympa, bah, ça sera peut-être en fond sur la photo de... Tu vas la faire comme ça, là, sur la photo Insta, ouais. Tu n'as pas le droit de te changer, Olivier. tu es très bien comme ça. Bon, on verra quand est-ce que je la prends. Si on verra ça après. J'avais envie de rebondir sur quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Donc ça, c'est assez terrible. C'est la première fois que je regarde ma feuille de questions depuis le début. Là, ça fait à peu près 55 minutes. 55 minutes déjà. Qu'on parle. Merci aux personnes qui sont toujours là. Ouais, voilà, ouais. Bah, merci. Bah, dans les commentaires, il y en a qui restent pendant pas mal de temps. Et en fait, l'avantage de ce format, on en parlait tout à l'heure, il me semble que c'était avant qu'on prenne le micro. L'avantage du format audio, contrairement à YouTube, c'est que tu peux le laisser tourner vraiment, enfin tu peux le mettre dans ta poche et tu peux le laisser tourner. Voilà, il y en a qui écoutent ça. J'ai un ami, il m'a dit qu'il avait écouté ça, il avait un trajet d'1h30 à faire en voiture, il s'est mis en podcast et puis hop, ça te tient le trajet et ça te permet d'écouter des sujets qui t'intéressent. Tu fais la queue à la poste ou des trucs comme ça. Voilà, ouais. Moi par exemple, quand je vais au sport, je me mets dans les écouteurs un petit podcast. Est-ce que t'es du genre à te comparer au travail des autres quand tu vois comment est-ce que tu vois le travail d'autres créateurs, alors que ça, par exemple dans le domaine de la vidéo, est-ce que parfois ça peut éventuellement quand tu vois une bonne vidéo d'une autre personne dans ce domaine-là, est-ce que c'est quelque chose qui
qui peut peut-être te rendre anxieux? Est-ce que au contraire ça te motive? Non, alors déjà, tu vois, je te disais, je regarde pas trop ce qui se fait, même en anglais en fait. Enfin, il y a quelques chaînes YouTube anglaises que je suis, mais en France, je regarde pas trop. Après, j'ai des chaînes de potes, des gens qui sont devenus mes potes, des gens qui m'avaient motivé indirectement sans le savoir à lancer ma chaîne YouTube, comme Romain Lanieri de Tech News and Test, Jérôme Kainborg de Nowtech, des gens comme ça. Avec qui t'as fait des vidéos en partenariat. C'est ces gens que j'admire beaucoup, leur façon de travailler, leur organisation, la qualité de ce qu'ils produisent, et surtout depuis le temps où ils font ça aussi. C'est quand maintenant je vois un peu le travail que ça demande et pour ce que ça rapporte, je me dis putain, il faut en vouloir quoi. Donc ces gens-là, je les suis plus parce que c'est devenu des potes et que je regarde leur travail pour regarder ce qu'ils font mais juste pour leur dire c'était cool ta dernière vidéo et tout machin, quand on discutera ensemble, et par curiosité mais sans me comparer. Non, je me compare pas, je me dis pas tiens il a fait un truc mieux que moi, moins bien que moi, parce que c'est assez subjectif. Le seul truc on va dire que je pourrais t'apporter comme réponse intéressante là, ça va être j'ai une liste de vidéos que j'ai envie de faire depuis 2 ans. Et vu que je produis peu et que j'ai pas forcément le temps parce que je mets pas trop de pression pour produire, tu vois, je mets pas de planning hebdomadaire, même si peut-être certains abonnés aimeraient que je produise plus. Je n'ai jamais réussi à me mettre un planning, à sortir 1 ou 2 vidéos par semaine comme certains font, pour pas retomber dans une routine de salariat, tu vois, de pas m'imposer un planning journalier ou hebdomadaire, pas devenir l'esclave de ta chaîne YouTube. Il y a ça, mais c'est surtout me dire tiens, faut que je tourne le lundi pour publier le mardi, pour monter le mardi, publier le mercredi. Si je me mets une routine comme ça, j'ai peur de retomber dans ce que j'ai fui dans le monde du salariat. C'est peut-être faux, mais en fait je me rends compte qu'aujourd'hui mon système un peu anarchique sur ma chaîne YouTube est pas forcément évident. Je te vois en train d'essayer de faire ta photo. Je suis en train de bouger l'appareil discrètement. Du coup, je souris. Allez, ça sera peut-être celle-là. Voilà, j'en prends quelques-unes. Voilà. Vas-y, profite-en. Bref, c'est vrai que si j'arrête pendant que tu fais les photos. Donc, qu'est-ce que je disais ? Donc, si tu veux, je m'impose pas ça. Donc, en fait, j'ai une liste de vidéos qui traînent. Et des fois, je vois effectivement des confrères qui sortent des sujets que j'avais envie de sortir depuis 2 ans. Et finalement, c'est assez déroutant de se faire photographier pendant qu'on parle comme ça. Yes, c'est bon, j'arrête. Donc, tu vois, qui sort un sujet que j'avais envie de traiter et que j'ai pas pris le temps de traiter depuis 2 ans, une idée que j'avais, et là je me dis purée, c'est dommage quand même que j'ai pas sorti ma vidéo. Après, toi, on se dit souvent entre nous, c'est pas grave du tout si on sort le même sujet. En fait, beaucoup de sujets ont déjà été traités, mais pas par nous. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de personnes qui disent je lance pas ma chaîne YouTube parce que, ou que ce soit dans la musique, ou j'en sais rien, dans le développement personnel, dans le sport, non mais tout a déjà été fait, ça sert à rien que je sorte dans le voyage, tu vois. J'ai des amis qui adorent voyager, mais je vais pas sortir ma chaîne YouTube dans le voyage, il y a déjà tout qui a été fait. Je fais tout a été fait, mais pas par toi. Pas avec ton point de vue, pas avec ton expérience, et c'est ça qui va être intéressant, c'est ta personnalité, ce que tu vas apporter, tes conseils, tes trucs, et c'est pas grave si tu traites du même sujet de quelqu'un d'autre, voilà. Mais c'est quand même dur de se dire purée, c'est dommage, j'ai envie de sortir aussi cette vidéo, mais l'autre il l'a déjà sorti, et je vais me choper 2 commentaires qui vont dire t'as copié machin. Non, j'ai l'idée depuis 2 ans, c'est juste que j'étais flemmard, c'est tout. Et tu vois, j'ai un exemple très récent, Peter McKinnon a sorti une vidéo que j'ai pas regardée exprès, qui s'appelle la différence entre un photographe amateur et un photographe pro. C'est un sujet que je veux faire depuis 2 ans, un peu tourné différemment, je pense, que ce qu'il a fait, mais c'est une idée. Anthony, mon assistante, te le dirait, on avait l'idée ensemble, je lui ai expliqué ce que je voulais faire, c'était vraiment stylé, c'était la vignette et le titre, c'est à peu près exactement ce que Peter McKinnon a fait il y a 1 ou 2 mois, tu vois. Donc je me dis purée, si je l'avais fait il y a 2 ans, ça aurait été un peu plus adapté, mais bon. Donc non, en gros, je me compare pas. Après, humainement parlant, tu te compares toujours un petit peu, mais c'est pas une obsession, quoi. D'accord. J'avais une question. C'est la première fois que je pose cette question à un invité. Attention, est-ce que tu es prêt ? C'est pas un truc très très compliqué. C'est en gros, qu'est-ce que ça représente pour toi la créativité, et quelle est ta propre définition de la créativité en général. Ouais, super. Mais le sujet est super vaste, et justement, c'est pour vous. Je pense que chaque pour moi, invité aura la créativité, ça représente un état d'esprit qui peut être ponctuel, occasionnel, où tu es dans une bulle. Où tu vois, je te parlais de mon voyage aux États-Unis, c'était vraiment comme ça que je l'ai ressenti quand j'étais seul avec mon appareil photo au milieu d'un désert. Tu penses qu'à ça.
ta tête, elle est vide, elle est juste en train, avec ton appareil photo et ton paysage, et toi, tu es relaxé, tu es dans une bulle, et tu fais ce qui te semble opportun, tu vois, au moment présent. Tu vas là où ton instinct te dit d'aller, tu te dis tiens, je vais me mettre derrière ce buisson, tu sais pas pourquoi, mais sans trop te soucier des conséquences. Sans trop te soucier, sans trop te prendre la tête sur quoi que ce soit. C'est vraiment ce que je recherche moi, et là où je me sens le plus créatif, c'est quand je suis dans une bulle. Je suis à l'aise techniquement parlant, je suis à l'aise avec le matériel que j'utilise, peut-être avec mon client, toi, si on parle d'un contexte un peu plus pro, typiquement avec mon client là, de cette semaine sur la marque de pantalon qui s'appelle Le Pantalon d'ailleurs, j'étais à l'aise, les clients étaient très agréables, la relation avec eux aussi, l'organisation, tout, donc j'ai pu vraiment me mettre dans une bulle de créativité qui me permettait de me déplacer dans mon environnement, de vraiment faire ce que je voulais au moment où je le voulais. Je sais pas vraiment si ça répond vraiment à ta question, mais c'est super. Moi, c'est un peu la quête que j'ai de nouveau en ce moment. Ouais, tu vois. D'être un peu dans une sorte d'état de flow où tu vois, aujourd'hui là, avec une chaîne aussi grosse que la mienne, même si elle est pas énorme, mais elle est quand même très grosse, effectivement à 100 000 abonnés, plus une tonne de projets que j'ai à côté. Tu parlais d'atelier créateur, il y a aussi le site internet guide photo vidéo. Ouais, j'allais en parler. J'ai des projets de court-métrage en cours, de production YouTube, des clients. J'ai des projets de voyage qui sont en train d'être organisés. Je suis constamment, j'ai un planning journalier, je sais même pas, qui est une tonne de choses à faire, et j'arrive plus à trouver cette bulle là. Et donc c'est important pour moi maintenant de effectivement prévoir quelques voyages pour boucler tout ce que j'ai en cours et retrouver cet état d'esprit où il y a que moi, mon matos, un paysage. Et tu vois ce qui se passe. Mais tu vois, c'est se vider la tête et voilà. Et derrière, est-ce que du coup, c'est pas une bonne idée de faire un peu comme tu as fait pour la vidéo pour Londres, essayer de minimiser au maximum le matériel et essayer de... Je suis assez dans cette démarche actuellement. Que ton matériel, que la tonne de matériel ne vienne pas... finalement, le matériel, il est là plutôt pour servir ta créativité. Le matériel, il doit répondre à un besoin, avant tout. Il doit pas être là pour combler une pulsion d'achat, tu vois, ou pour juste faire comme les autres. Non, le matériel, j'ai toujours vu comme ça. Après, le piège quand t'es créateur sur YouTube, c'est qu'effectivement, quand ton nombre d'abonnés grossit, les marques te contactent et veulent t'offrir des trucs. Donc au début, t'es content, tu dis oui, mais après tu te retrouves avec une tonne de matos qui te sert à rien et finalement t'en as tellement que tu sais plus quoi faire avec, quoi. Et on va peut-être me flinguer dans les commentaires quand je dis ça, mais c'est vrai, là je vais faire une braderie, je crois que je vais vendre la race de trucs parce que je parle de tout que j'ai payé, il y a beaucoup de choses que je paye encore, faut pas croire, parce que oui, le fait d'avoir peu de choses comme la vidéo de Londres, ça te force à te poser de nouvelles problématiques et toi partir et te dire tiens, j'ai que un trépied et mon appareil photo de 2007, tu vas voir les choses différemment et tu vas apprendre beaucoup de choses aussi. Donc c'est aussi ça passe par le matériel et le minimalisme du côté matériel, c'est important dans la démarche, créative. Super, bon, je vois que ça fait un petit moment qu'on enregistre, donc je vais passer aux questions de fin. Alors dans ta carrière, est-ce qu'il y a une chose que tu as été terrorisé de faire, que tu as eu vraiment peur de faire et qui, en la faisant, t'a apporté beaucoup de choses, quoi. Alors là, cette question, est-ce quelque chose que j'ai été terrorisé de faire ? Alors terrorisé ou non, je vois ce que tu veux dire. Peur, quoi, pas forcément. Tout quitter tout quitter. Il y en a qui font bien pire que moi, mais les grosses prises de risque que j'ai fait, quitter 2 fois mon poste chez Universal, quitter Paris pour l'Australie sans savoir où j'allais revenir, dans le but de créer du changement, de partir sur une feuille blanche. Tous les 3 ans, j'ai besoin de repartir à zéro et de me remettre dans une situation de challenge. Et, de te remettre dans l'inconfort et de... Exactement. Pour découvrir de nouvelles choses et me dire de toute façon j'ai confiance en l'avenir et je sais que je peux tout le temps rebondir. Je me le suis déjà prouvé plusieurs fois à travers les 3 fois où j'ai déjà fait ça. Je me suis déjà retrouvé très bas en rentrant d'Australie, c'était mal passé en Australie, notamment financièrement parlant, et j'ai rebondi, j'ai pris ma revanche. Ma chaîne YouTube, c'est ma revanche aussi sur cette année en Australie qui s'était mal passée. En fait, si tu veux, là où ça paraît peut-être ridicule pour certaines personnes, mais quand tu es travailleur indépendant, Mylène travaille pour moi, mine de rien, on était en location pour trouver un propriétaire qui veut bien de toi, c'est pas facile, quoi. C'est compliqué parce que tu peux pas lui apporter la certitude que tu vas pouvoir payer ton loyer dans 2 ans. En revenant d'Australie, on a mis 6 mois.
à trouver un appart. Donc, si tu veux, c'est des périodes qui sont toujours compliquées, mais au final, après, tu rebondis et puis voilà, quoi, l'avenir te sourira toujours. Ouais. D'accord. Ok. Question, si jamais la photo et le domaine de la photo et de la vidéo s'arrêtait et que tu pouvais plus travailler dans le domaine de l'audiovisuel en général, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que j'achèterais une ferme avec des animaux, avec des lamas, des ânes, et j'ouvrirais je serais ébéniste ou un truc manuel comme ça. Je suis très manuel, très manuel. J'adore le travail j'ai toujours bricolé quand j'étais gosse, mais de tout. Je faisais des avions en carton avec des trains rentrants qui volaient vraiment, avec des ressorts pour sortir les trains rentrants. Enfin bref, je faisais de l'aéromodélisme, donc je bricolais déjà du bois à l'époque. Et ça, je l'ai un peu perdu. Je fais moins de travaux manuels actuellement, à part pour poser une plaque de cuisson là demain, tu vois, elle est pas encore posée. Bref, tu vois, mais ouais, je pense que je me trouvais un petit boulot ébéniste ou peut-être pas charpentier. Ouais, ébéniste c'est pas mal, mais un truc manuel, potier, tu vois, un truc comme ça, dans une petite ferme tranquille, donc vraiment toute petite, un truc qui a rien à voir. Ouais, je me mettrais au calme. Là, avec des animaux, et puis ouais, franchement, c'est cool. Dans un état. Je pense que je le ferai un jour. C'est vrai? Avec une chaîne YouTube sur les animaux. Non, c'est vrai. non, c'est pas vrai. Non, Olivier franchement. Schmitt, ébéniste, peut-être bientôt. J'aimerais bien pouvoir, tu vois, totalement déconnecté de tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, mais au final, j'adore ça aussi. Donc, c'est vraiment bizarre. Ouais. C'est J'en profite, je dis un truc qui n'a rien à voir, mais j'y pense. Je suis tombé récemment sur des chaînes YouTube. Les mecs, ils trouvent des vieilles armes ou des vieilles, par exemple, haches de l'époque de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale, et ils les retapent et ils les rénovent en fait. Ah oui, et j'ai découvert ça, ils ont des trucs. Et en fait, j'ai découvert ça, mais il y a genre un mois, je suis tombé sur une vidéo, et après YouTube t'en propose une autre, et je suis resté facile 3 heures à regarder des mecs qui travaillaient le bois et le métal à retaper des vieux outils. Donc c'est genre de choses manuelles. Ou je sais pas si tu connais Mark Roper. Attends, je dis bien son nom ou pas, parce que du coup j'ai oublié sa chaîne YouTube. Non, ça doit être ça, qui fait des expériences de malade en fait sur sa chaîne YouTube. Il fait des nerfs géants, il fait des machines qui lancent des ricochets, il a plusieurs millions d'abonnés, je crois. Mais je trouve ça passionnant, l'expérimentation scientifique. Le manuel, c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu moins dans nos métiers actuels, mais c'est super. Je retrouve ce côté expérimentation quand tu fais de la photo, tu vois, ou de la vidéo. Tu es tout le temps en train de te déplacer, d'expérimenter des choses sur le terrain, mais t'es pas en train de. Tu manipules pas quelque chose, ouais. Alors, quel est ton film préféré? Le dernier qui m'a marqué, que j'ai regardé très tard, c'est La La Land, je pense, que j'ai vu il y a à peine cette année. Je l'ai pas encore vu. Il m'a marqué en termes de réa, parce que pour le jeune réal que c'est, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et il y a pas mal de plans séquences, il y a un travail il y a un travail de réalisation qui me plaît beaucoup. Quand je regarde un film, je regarde que ça presque. Mais pareil, moi quand je suis rentré dans le métier de la vidéo, tu regardes toute la composition de toutes les images, tu deviens un analyste de la du et film, toi il y a des trucs à la con, mais tu vois, avec Mylène on aime beaucoup La Famille Bélier, tu vois, des petites réalisations françaises qui se regardent comme ça et qui finalement transmettent une belle émotion. Après ça fait pas partie de mes films préférés. Mais toi, tu as une affiche de Pulp Fiction là-bas, c'est un film que j'adore. Donc voilà, mais en tout cas, le dernier que je peux te citer, j'ai pas un film comme ça, top one. Mais La La Land. La La Land, ça me va bien. Après, il y a des choses que j'aime un peu moins dedans, mais c'est un très beau film. Malgré le fait que ça partait comme un peu un film fait pour les groupies avec Ryan Gosling qui fait de la danse. C'est ce que tu peux te dire, mais au final moi j'ai trouvé mon compte, tu vois, donc je suis content. Parce que c'est vrai que c'est la comédie musicale, c'est pas, en fait ce qui m'a plu, c'est que c'est pas un style de film que j'aurais regardé il y a quelques années spontanément. Ce côté comédie musicale, et finalement ça m'a séduit pendant que je le regardais. Donc ça joue beaucoup quand tu sors du film en te disant attends, je pensais pas que ce film allait me plaire, et finalement il m'a vraiment beaucoup plu. Donc mais encore une fois, moi il y a l'aspect technique que je regarde beaucoup.
Okay. Tu vois, il y a le scénario, c'est bien, même si certains vont le trouver très plat, le scénario au final, ce qui est peut-être le cas. Après, oui, c'est pas ultra original non plus, c'est une histoire d'amour, blablabla, mais en termes de réa, j'ai trouvé ça super intéressant et une belle référence pour moi, pour des projets que je pourrais faire plus tard, quoi. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je le voie parce que la seule comédie musicale que j'ai vue, c'est High School Musical. Donc, je sais pas si tu vois avec Zac Efron quand il était au tout début. Mais je suis très. J'ai une bonne période série aussi, surtout sur Netflix, parce que j'admire justement la réalisation, la production qu'il y a derrière les séries Netflix. Et je trouve ça juste. Lesquelles, par exemple, Stranger Things moi, j'ai surtout accroché sur 13 Reasons Why, par exemple. Parce que là, tu l'as regardé ou pas? Non, je l'ai pas vu. Donc, le pitch en 2 secondes, c'est une ado qui s'est suicidée. Donc, ça commence comme ça, la série, quoi. Et en fait, tu vas découvrir les 13 raisons pourquoi elle s'est suicidée. Les 13 raisons, c'est 13 personnes en fait du lycée ou autres, bref. Et je trouve qu'en fait dans la façon dont c'est scénarisé, dans le message que ça porte, c'est ultra original. Enfin surtout dans la façon dont c'est scénarisé, parce que ça marche à l'envers. La nana elle est déjà morte quand tu commences la série et puis tu suis tout le cheminement. Et du coup je trouve ça super intéressant en termes de réa, en termes d'image. Je trouve que Netflix ils sont vraiment très très bons. C'est très bien filmé. Il y a d'autres séries comme ça quoi. Mais The End of the Fucking World, je trouve ça super original aussi. C'est deux gosses, 2 ados qui fuguent ensemble et il leur arrive des trucs et ils sont un peu barges tous les deux. Il y en a un qui a envie de tuer, de créer un meurtre, de tuer quelqu'un. Enfin bref. Ouais, c'est des séries qui m'inspirent pas mal en termes de réa. Ok. Voilà. D'accord. La personne qui t'impressionne le plus pour sa créativité, alors ça peut être un vidéaste ou photographe, mais pas forcément. Actuellement, c'était celui que je te disais tout à l'heure, Mark Roper. Putain, attends, j'ai fait foirer le nom du mec quand même que je suis. J'ai une très mauvaise mémoire des noms, c'est une horreur. Au pire, je le corrigerai après. Ouais, mais je te dis pas de bêtises. Ouais, Mark Rober. Mark Rober. Ok, ça s'écrit comment? R-O-B-E-R. Ouais, c'est ça. 6,2 millions d'abonnés. Ouais, il y a de quoi retenir le nom quand même. Mais ouais, il fait de l'expérimentation scientifique et je trouve ça super. Après, t'as Marcus Brownlee, MKBHD, qui fait de la review. Qui fait de la review. Toi, ces vidéos m'intéressent pas. Les smartphones, je m'en fous. Mais au final, la façon dont il fait ses vidéos, j'admire beaucoup. Tu parlais d'admiration, j'admire vraiment sa façon de travailler, quoi. Okay. Voilà. Avant-dernière question. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans un métier artistique? D'y croire, c'est vrai que c'est pas facile, on est encore vu comme des gens qui vivent on vit de notre passion, le but c'est ça, et du coup on est encore vu comme des personnes qui ne travaillent pas pour certaines personnes. On en parlait cette fois avec Paloma dans le 2e épisode, beaucoup de personnes trouvaient que c'était pas un vrai métier, en fait ils te demandent toujours mais qu'est-ce que tu fais à côté, est-ce que... c'est ça, il faut passer outre et il faut y croire. Après c'est très compliqué, c'est vrai, pour certains métiers, c'est pas facile, il faut se battre, faut être le meilleur, il faut quand même réussir à se démarquer et à se vendre. Si vous êtes la fibre commerciale, c'est mieux. Mais non, l'essentiel, je pense que c'est comme on le disait au début de podcast, c'est de produire, c'est de créer du contenu, s'épanouir et se lancer, se mettre dans le bain. Et mine de rien, un peu croiser les doigts pour que ça accroche. Et puis surtout, il faut croire en sa bonne étoile et puis persévérer. Je pense que la persévérance, c'est ultra important, pas se démotiver. Il faut persévérer et c'est ça. Ok. Et maintenant, dernière question. C'est très bateau comme conseil quand même que je viens de donner. Mais c'est super intéressant. Bah ouais, mais c'est un conseil bateau, mais mine de rien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'appliquent pas, quoi. Ouais. Et beaucoup de personnes qui ont peut-être une grosse idée. S'ouvrir aux autres aussi, c'est important. C'est de pas trop s'enfermer non plus. On parlait de bulle tout à l'heure. C'est vrai que je te parlais de me mettre dans ma bulle. Ouais. Mais si tu veux, c'est aussi très important pour moi d'échanger et avec ma communauté, avec le groupe Facebook. Ouais. Et même avec des collègues, tu as quand même un assez bon réseau dans le domaine de la vidéo. Par exemple, tu es en bon contact avec Jérôme de NoTech, avec Albert de SOS Ciné. Après, c'est des gens que j'ai rencontrés petit à petit depuis 2 ans, tu vois. Ouais. Mais on s'est très bien entendu. Au final, on se retrouve parce qu'on est collègues en quelque sorte, si tu veux. Ouais. Et quand tu vis de la photo, de la vidéo, d'autres domaines artistiques, en général, tu es assez seul. C'est des métiers solitaires. Et c'est un peu le défaut du photographe, c'est qu'il s'enferme trop dans sa bulle à devenir aigri au bout de 50 ans, tu vois. Et je pense que
que ne pas avoir peur de partager ses astuces, de partager sa façon de travailler, d'aider les autres, donner, même partager des plans que tu as fait avec quelqu'un d'autre parce que tu étais ensemble sur un tournage. Faut pas avoir peur de tout ça, ça te fait progresser. Et le fait j'ai rencontré des gens super sur des tournages. Aujourd'hui, on est en train de vouloir écrire d'autres projets ensemble, juste parce qu'on a un petit peu travaillé ensemble et qu'on s'est rencontrés sur un tournage. Tu vois, et ça se fait rencontrer d'autres personnes qui te font rencontrer d'autres personnes, qui te créent des opportunités de boulot, voilà. Donc c'est pas facile, tout le monde n'est pas très... Moi j'ai la chance d'avoir le contact facile, de pouvoir parler facilement aux autres. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plus introverties, qui ont plus de mal, et je sais pas comment... Je pense qu'on peut se battre contre ça, je pense qu'on peut un petit peu se sortir de ça petit à petit. Ça va être plus dur pour certaines personnes, mais c'est important pour moi de réussir à communiquer facilement. Ok, ça va. Et dernière question, comment est-ce que tu aimerais voir le Olivier Schmitt dans 5 ans ? Je me vois pas comme un vieux youtubeur, même si dans 5 ans je serai pas vieux. Et même je pense que dans 5 ans, je pense que j'y serai toujours, mais je sais pas trop ce que j'y ferai. Mais j'aimerais d'ici 5 ans avoir réussi à produire au moins un court-métrage ou moyen-métrage dont je sois très fier. Avec une équipe de gens que j'apprécie, avec qui j'aime travailler, des gens que j'ai rencontrés depuis 2-3 ans, et vraiment bosser un peu en famille comme ça sur... j'ai fait les signes guillemets pour ceux qui ne... pour ceux qui se demandent, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la vraie vidéo. famille, c'est avec la famille de l'audiovisuel, quoi. Essayer de travailler sur un moyen-métrage que j'aurais réalisé ou co-réalisé, et dont je sois à l'idée originale. On parlait de Full Metal Flippette que tu vois sur mes écrans derrière, je suis pas à l'idée originale, mais voilà, j'aimerais avoir cette satisfaction d'avoir créé un moyen ou un court-métrage d'ici 5 ans. Ok. Où est-ce qu'on peut... Avec autant de cheveux aussi, ça serait important. Avec autant... C'est comme ça que physiquement, si tu veux, maintenant, ça serait de préserver les cheveux. Pas trop de changements au niveau du cuir chevelu. Je suis dans la même démarche. Là, on se retrouve... pour le moment, ça va à peu près, mais tu sais, ça fait 2 ans que je prends un traitement. Il en est là. Moi pas. C'est vrai. Le traitement, c'est croisage de doigts tous les jours. Ah ouais. Bon, un croisage de doigts pendant le brossage des dents. Où est-ce qu'on peut envoyer les personnes qui veulent découvrir ton travail, peut-être des personnes qui ne te connaissent pas? Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Alors Internet? mon média principal c'est YouTube, donc Olivier Schmitt, SCHMITT sur YouTube. Mon Instagram, toutifr, TOUTIFR. Pour la petite histoire, touti ça veut dire 2T en anglais, parce que Schmitt, il y a 2T à la fin, et que quand j'étais en seconde, il y avait un Schmitt TZ, et les gens, du coup, pour me différencier, m'appelaient touti, 2T. Okay. Voilà, comme ça, l'histoire... J'avais vu cette petite anecdote. J'avais déjà donné dans l'interview, peut-être... Je sais plus. Oui, il me semble que c'était un article écrit qui parlait de ça. Ah ouais, c'est possible ça? Ok. Je crois. Mais du coup, voilà. Et après, Facebook, je suis pas trop actif dessus, mais en gros, c'est ça, quoi. En gros, après, il y a l'atelier des créateurs, j'en parlais, mais c'est plus pour la communauté. Et après, mon portfolio pro, c'est touti.fr, mais il est pas trop à jour. Et après, j'ai un aussi qui s'appelle olivierschmitt.fr, où je partage des articles, tutoriels ou choses comme ça. Mais pareil, je ne produis pas beaucoup d'articles dessus. Okay. Et le guidephotovideo.fr, guidephotovideo.fr, sur lequel, qui est le nouveau projet que j'ai lancé fin 2018, de référencement des boîtiers, objectifs et autres matériels photo-vidéo pour aider les gens dans leurs décisions. Et donc j'ai des articles dessus qui sont censés répondre à beaucoup de mails que je reçois aussi. C'est-à-dire quel appareil photo tu me conseilles pour moins de 500 €, moins de 800 €, moins de 1500 €, il y a les articles qui sont rédigés sur le site. Il n'y a plus qu'à aller voir. Et j'ai pas besoin du coup donc zéro excuse pour vous lancer dans le... Si vous voulez vous lancer dans le domaine de l'audiovisuel, vous aurez vos réponses sur le site. Merci beaucoup, merci Olivier à toi. Schmitt. Merci aux gens qui écoutent. Ouais, merci à... On est à combien de temps là? 1h30 ou là, j'ai 1h25, mais j'ai commencé à enregistrer un peu avant. Donc je pense qu'on sera... je pense qu'on sera à 1h25 avec mes voix différées. Et non pas mes voix. On va remercier les gens qui sont arrivés jusqu'au bout. Voilà. Comme l'a dit Olivier, merci à vous qui êtes arrivés à la fin de ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Procréativité sur YouTube, Instagram et votre application de podcast favorite. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao.